me présenter. Donc Jean-Louis Jolivet, président du comité de direction de LRD, Luzerne Recherche et Développement. Mon vrai métier, c'est directeur de projet chez Tereos. Et donc j'ai un petit peu de temps de détachement chez Tereos pour m'occuper de LRD. Et donc c'est aussi sûrement en tant qu'ancien directeur de Tereos Nutrition Animale, membre de la filière déshydratation, que je suis à ce poste actuellement. Pour faire un petit point très rapide sur LRD et faire des rappels ou peut-être apprendre des choses à ceux qui sont nouveaux dans la filière, LRD, c'est 5 actionnaires, dont 4 coopératives qui sont les coopératives de déshydratation de Luzerne régionale, plus le Crédit Agricole Nord-Est, qui est important dans notre structure, il ne faut jamais oublier. Et évidemment, on a d'autres contributeurs et bénéficiaires qui sont les coopératives de déshydratation françaises et qui sont représentées dans la salle, que ce soit en Bretagne ou dans d'autres régions de France. Comme a dit le président, LRD est organisé en 2 pôles. Un pôle process, qui est au service des usines, qui va travailler plutôt sur la partie environnementale, sur les économies d'énergie, sur la matière sèche en plaine. Et puis un pôle food qui s'occupe, qui est en charge actuellement, de la commercialisation d'un extrait concentré de luzerne pour l'alimentation humaine. Comme ces responsabilités d'animation de pôle prennent quand même du temps et qu'on a des métiers, comme j'ai pu le dire, on s'est réparti les tâches au sein du comité de direction. Et donc on a Christophe Besançon qui a la charge de l'animation du pôle process, et donc moi-même qui ai la charge de l'animation du pôle food. Christophe Besançon vous présentera la partie process juste après le pôle food. Sur le pôle food, notre produit c'est la Lusixine. La Lusixine c'est de l'ECL avec un profil food. Pour les plus anciens dans la filière, l'ECL, extrait concentré de luzerne, c'est le PX, mais avec donc ce profil plus bactériologiquement sain, et donc qui est produit chez Luséal à l'usine de Pau. En 2020, le conseil d'administration de LRD a fixé comme objectif la rentabilité du pôle food grâce à la Lusixine, et donc la stratégie qui a été mise en place depuis 2020, c'est le développement d'un réseau de distribution, que ce soit en France ou à l'international. Pour ce faire, on a renforcé l'équipe. Alors l'équipe avant, c'était une personne. L'équipe a été renforcée, donc on a doublé les effectifs. Et donc Alice Prévoto est venue rejoindre et épauler Valentine Clodon, qui était déjà dans la structure. Et donc aujourd'hui, c'est bien Alice et Valentine, plutôt dans un autre ordre, Valentine et Alice, qui vont vous présenter les activités et résultats de LRD sur la partie food. Donc Valentine sera sur la partie sécurisation, production luzerne, et Alice sur le développement commercial. Je leur laisse la parole et on se retrouve après pour les questions si vous en avez. Merci. Vous avez peut-être vu aussi. Bonjour à tous. Comme disait M. Jolivet, moi, je vais commencer par vous présenter une étude de sécurisation de la production qu'on a menée et qu'on a terminée à la campagne 2021. Donc, comme on le disait, la différence entre le feed et le food, c'est surtout la qualité sanitaire du produit. Donc, on a travaillé à optimiser cette qualité sanitaire. Donc, évidemment, un process de production adapté permet de maîtriser cette qualité sanitaire. Mais également, on s'est intéressé à une famille en particulier de bactéries qui est la famille des ASR, des anaérobies sulfitoréducteurs, qui est un des risques de contamination des produits food et un des risques que nous, producteurs de Lusixine, on a, puisque c'est une famille de bactéries qui est très liée à la matière première végétale, dans le sens où c'est une famille de bactéries d'origine tellurique qu'on retrouve dans le sol et qu'on va retrouver notamment très présent dans l'environnement, dans les eaux stagnantes, dans les poussières, à la surface des végétaux. Donc il y a évidemment beaucoup de sources de contamination possibles par la culture de la luzerne au champ. Donc on a mené une étude de caractérisation des contaminations de ces bactéries sur la luzerne au champ. Je vais vous expliquer pourquoi.
Donc déjà, il y a aussi un autre constat qui nous a amené à nous intéresser à l'optimisation de cette qualité sanitaire du produit. C'est que déjà, dans un premier temps, il faut être en mesure de la garantir pour adresser nos marchés prioritaires, qui sont le marché des compléments alimentaires et le marché food. Mais on a aussi fait un constat récemment, parce qu'on entame une prospection internationale, et on se rend compte qu'aux États-Unis et au Japon notamment, on a des exigences qui sont soit plus contraignantes en termes de seuil pour la microbiologie, soit parfois on nous demande d'avoir d'autres bactéries à étudier dans notre plan de contrôle. Donc nous, on se dit que dans notre stratégie de développement international, on a intérêt quand même à maîtriser au maximum tout ça pour ne pas se mettre de barrières, alors qu'il y a des choses assez simples à mettre en œuvre pour nous permettre d'optimiser tout ça. Donc nous, le contexte par rapport à ces ASR dont je vous parlais, c'est qu'on a déjà eu jusqu'à 8% de contamination dans nos lots par rapport à ces bactéries sulfito-réductrices. Donc avec des valeurs maximales relevées qui ne sont pas énormes et pas alarmantes, puisqu'on était au maximum autour de 1000 UFC par gramme, et quand on sait que parmi cette famille, on va avoir certaines souches qui sont pathogènes, on en a seulement 8 dans cette famille, c'est pas énorme, et parmi ces souches pathogènes, la dose on va dire le seuil d'alerte, c'est 100 000 UFC par gramme. Donc par rapport à ça, on peut aussi nuancer en se disant qu'on en est très loin. Pour autant, c'est une contamination qui a été non maîtrisée. Et pourquoi? Parce que en fait, cette famille de bactéries est une famille qui dispose de bactéries sporulées, donc qui sont thermorésistantes, donc entre à peu près 80 et 130 degrés, ce que le process ne nous permet pas de gérer finalement, puisqu'on n'a pas des températures, enfin, en tout cas un coup de temps température qui nous permet de s'en affranchir. Et évidemment, on se rend compte que le champ d'action qu'on a, le seul levier qu'on a, c'est d'agir en amont du process au niveau de la parcelle pour savoir quelles sont les causes et surtout les facteurs qui favorisent ces contaminations, puisque comme c'est une bactérie présente dans le sol, c'est difficile de passer à côté. Donc on a mené une étude pour caractériser avec InProve et puis le laboratoire Eurofins. Donc ça a été mené chez TNA. Donc, 3 paramètres de test ont été mis en perspective. Donc, le type de sol, donc un sol plus ou moins drainant, donc terre rouge ou terre blanche, un type de récolte. On a mis en parallèle la récolte directe et la récolte après emballage. Donc, en pensant que la récolte directe, comme le produit ne touche pas le sol, on évite peut-être de prendre de la terre ou des poussières avec le produit. Et le climat, donc en temps humide ou en temps sec, ce qui permet de voir s'il y a un impact des conditions humides avec de l'eau stagnante ou du sec avec plus de poussière. Donc voilà. Il y a 8 modalités qui ont été testées. On a fait une première journée d'échantillonnage qui nous a permis de se dire que les bennes et les trémies n'étaient pas source de contamination, et on a fait 20 échantillons, 20 prélèvements par parcelle pour arriver à nos conclusions. Donc ça a été fait sur 2 campagnes, c'était un peu compliqué à mettre en œuvre au début. Donc c'est peut-être un des points qui peut être nuancé dans les résultats qu'on a obtenus, parce qu'entre 20 et 21, il y a pu y avoir des conditions différentes de développement des bactéries compte tenu des conditions climatiques. Donc on est arrivé à un certain nombre de conclusions. Alors c'est des grandes tendances qu'on a observées. Donc on a observé d'abord la positivité, donc c'est si un échantillon est contaminé ou non, donc si on a la présence ou pas de la bactérie, et si dans un deuxième temps on a des niveaux élevés de contamination. Donc là, ce qu'on a conclu, c'est que on voyait que pour la terre blanche, on a observé une augmentation significative du taux de portage, avec de la positivité des échantillons en cas de récolte indirecte. Dans un second temps, pour la terre rouge, on a constaté inversement que la coupe directe était plus favorable aux contaminations, que ce soit en conditions humides ou en conditions sèches. Ce qui n'était pas forcément le postulat de départ, parce que notre journée d'échantillonnage, on l'a menée sur terre rouge en conditions humides, en pensant que c'était les conditions les plus propices au développement. Donc finalement, on se rend compte que le côté climat a peu d'impact, mais par contre, le type de récolte, le type de terre a directement un impact sur les contaminations. Par la suite, si on regarde les niveaux de contamination qu'on a pu observer, on voit que la récolte en terre blanche, elle apparaît légèrement plus contaminée qu'en terre rouge, mais ça seulement pour l'approche en coupe indirecte. Donc finalement, à l'issue de ces analyses,
on observe deux grandes tendances, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit privilégier un certain type de récolte en face d'un certain type de terre. Donc il faudrait faire une sélection parcellaire avec un type de récolte pour être en mesure d'utiliser au maximum la sécurité sanitaire. Donc coupe directe terre rouge et coupe indirecte terre blanche. Inverse. En conclusion, on se rend compte qu'on a vraiment observé une influence négative sur la contamination dans le cas du couple terre blanche-coupe indirecte. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudrait privilégier la coupe directe dans le cas des terres blanches et la coupe indirecte dans le cas des terres rouges. Dans tous les cas, on observe une positivité, hein, ça confirme bien l'origine tellurique de la bactérie. Quoi qu'on fasse, on va toujours en retrouver parce qu'elle peut même être présente dans le microbiote naturel des végétaux, donc c'est difficile de passer à côté. Comme je le disais tout à l'heure, on observe des grandes tendances, hein, c'est à nuancer par rapport au fait qu'il y a eu deux campagnes et qu'on a des valeurs qui sont très dispersées. Après, à l'état des lieux qu'on a à date, c'est que la contamination ASR n'est pas une forte préoccupation pour nous, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le côté microbiologique ces dernières années. On a notamment travaillé avec Eurofins et Micro pour refaire une évaluation des risques et remettre les choses au carré dans nos protocoles, dans nos plans de contrôle. Et justement, sur ce critère ASR, on a travaillé de manière à cibler davantage ce qui peut être pathogène, c'est-à-dire une famille particulière des ASR qui est celle des Clostridium, et notamment Clostridium perfringens, qui est le seul qui dispose d'une méthode normalisée de dénombrement. Et on s'est rendu compte, en faisant une analyse un peu plus poussée, que nous, dans notre analyse globale, on pointait d'autres souches qui sont des formes végétatives qui peuvent facilement être éliminées par le process et pour autant qui venaient un peu plomber les résultats. Donc on s'est intéressé particulièrement à ces Clostridium perfringens et là on se rend compte qu'en ciblant davantage ce qui peut être problématique, on a 98,5% de conformité lors des dernières productions. Donc c'est quand même des très bons résultats. Par rapport à ça, il faut bien consolider un peu notre approche de microbio et puis renforcer la sécurité sanitaire du produit, puisque maintenant on a la possibilité, grâce aux informations qu'on a récupérées via cette étude, de faire une sélection de parcelles avec la récolte qui convient pour minimiser encore ces risques de contamination par les ASR. Donc voilà, pourquoi les ASR? C'est aussi parce que vraiment c'était la source numéro 1 de contamination. On n'a jamais eu de problème par ailleurs sur d'autres critères. Donc voilà, c'est pour vous faire la restitution de cette étude qui a été terminée en 2021. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'à ces niveaux de contamination, on peut cahier les charges des pays qui sont les plus exigeants en termes sanitaires? Oui, alors c'est pas du tout, pour le coup, ces ASR, des critères sur lesquels les pays que je ciblais sont très regardants. Là, c'était plus une approche globale sur les microbiomes, mais il n'y a aucun souci de ce qu'on veut. Et comme je le disais, on était de l'ordre de 1000 UFC par gramme au maximum, sachant que les notifications, même en Europe, elles sont de l'ordre de 100 000 pour les pathogènes. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler du développement commercial de Lusixine. Donc, un petit rappel sur la réglementation en Europe. Donc, Lusixine est issue d'un nouvel code qui a été autorisé en 2009 par la Commission européenne, qui a permis d'employer cet ingrédient dans les compléments alimentaires et avec une dose maximale de 10 grammes par jour, donc en Europe. Par contre, sur le marché mondial, on a pu constater qu'il y a deux positionnements possibles avec cet ingrédient. Donc sur le marché européen, les compléments alimentaires, donc avec sous forme de comprimés, gélules, poudre, enfin stick de poudre. Mais par contre, pour pouvoir alléguer sur un packaging de richesse en une source de nutriments, il faut pouvoir revendiquer une dose, un effet dose pour pouvoir indiquer sur les packaging. Et ensuite, sur les marchés export, donc plutôt US et Asie, on est plus sur le segment superfood et aussi nutraceutique. Parce que l'alfalfa est consommé usuellement aux États-Unis comme un super aliment. Mais notre ingrédient, qui a une source protéique plus élevée que l'alfalfa standard,
nous permet de se positionner sur l'aspect protéique pour les super-aliments et aussi de concurrencer les protéines animales ou les protéines de soja et de pois. Donc la différence entre un complément alimentaire et un super-aliment, un complément alimentaire, donc c'est sous forme de gélules comprimées et ça permet de pallier à certaines carences qui peuvent être rencontrées dans l'alimentation courante, alors qu'un super-aliment, c'est un aliment sous son aspect naturel, qui peut être parfois séché ou sous forme de poudre, mais on va le consommer plus par appétence pour le coup, et on sait qu'il a un bienfait quand même pour la nutrition par ses bienfaits nutritionnels. Donc il y a quand même, les deux choses sont corrélées parce qu'un complément alimentaire peut contenir différents super-aliments, alors qu'un super-aliment n'est pas forcément un complément alimentaire. Ensuite, on a essayé de regarder par quel biais on pouvait s'attaquer au marché des compléments alimentaires en Europe. Donc il y a une chaîne de valeur qui est assez segmentée avec la chaîne amont et la chaîne aval. Donc nous, producteurs d'actifs, on se place en premier dans la chaîne amont. Ensuite, il y a les distributeurs donc, qui sont souvent exclusifs, ils veulent avoir leur propre ingrédients brandés. Eux vont aller vendre leurs ingrédients de leur gamme auprès des façonniers ou des laboratoires, soit par les façonniers qui sont des prestataires de services et qui vont formuler les ingrédients parce que certains laboratoires n'auront pas la chaîne de production pour pouvoir fabriquer le complément alimentaire, le produit, ou directement auprès des laboratoires qui, eux, donc, travaillent sur des formulations et lancent des produits à leur marque en intégrant différents ingrédients. Donc, dans ces laboratoires, il y a deux entités, des petits faiseurs qui vont être des petites structures avec un gérant, parfois une personne en charge du développement commercial, et des laboratoires où là on se retrouve plus avec des mastodontes tels qu'Arcopharma, qui est des gros faiseurs de compléments alimentaires. Ensuite, une fois que le produit est fait, donc, les laboratoires distribuent auprès de grossistes répartiteurs qui vont eux-mêmes vendre aux pharmacies, par la pharmacie, vente en ligne, telles qu'Amazon et des boutiques spécialisées e-commerce, des marketplaces. Et ensuite, ça arrive au consommateur final. Donc nous, ce qu'on a pu constater, c'est que du fait de notre petite structure, il est plus facile de contacter, de travailler directement avec un distributeur qui, lui, est en étroite collaboration avec tous les laboratoires et qui connaît vraiment bien le secteur sur lequel nous on souhaite se positionner. Donc ça permet une clé d'entrée plus facile pour les compléments alimentaires en Europe. Et aussi dans le monde, finalement, on verra après. Sur le marché européen, il faut quand même constater qu'il y a une quantité d'actifs par dose selon la galénique. Donc sur les comprimés, on va être jusqu'à 1 g d'actifs par comprimé. Ce qui est quand même déjà gros, un comprimé d'1 gramme, c'est comme un Doliprane. Sur les gélules, on va être jusqu'à 450 mg d'actifs, mais plutôt en moyenne des gélules de 250 mg, et donc voire moins si souvent il y a des complexes d'ingrédients, donc la quantité de lusitine sera moindre dans les gélules. Et ensuite les sticks de poudre, donc là on est plus sur 8 g par jour, voilà, pas plus. Donc ce qu'on peut constater, c'est que c'est quand même un marché à forte valeur ajoutée, mais un marché qui reste sur des petits volumes, pour tout ce qui est formulation avec les actifs. Parce qu'il faut savoir que pour, par exemple, le cystine, pour revendiquer source de fer sur les packaging, il faudrait consommer 20 gélules de 250 mg pour pouvoir revendiquer 15% de fer. Donc ce qui demande quand même beaucoup au quotidien à consommer. Mais donc après, c'est pour ça que nous, notre ingrédient, on revendique dans son ensemble et aussi de le mettre avec d'autres sources de nutriments. Ensuite, on souhaite on positionne notre ingrédient lusitine comme un ingrédient premium unique. Donc on souhaite vraiment se différencier des autres poudres de feuilles de luzerne séchées, ce qu'on trouve principalement aux États-Unis, où là on est à 20% de protéines. Nous, on communique sur la marque lusitine, donc on a recréé un logo et on souhaite vraiment que cette marque soit posée sur les packaging des produits pour augmenter notre visibilité, parce que notre ingrédient n'est pas connu. Et donc, en augmentant cette visibilité, on crée une image de marque aussi.
Et donc, c'est pour ça qu'on cherche des distributeurs qui revendiquent la marque Lusixine et pas l'extrait foliaire de l'usage. Et donc, ça permet en plus d'avoir une meilleure valorisation du prix et un positionnement, par contre, prix qui varie selon les marchés. Comme je vous le disais, donc il y a le marché superfood et le marché complément alimentaire. Au niveau du grand export, on va être plus autour de 6-10 euros le kilo, donc sur les marchés superfood principalement. Et en Europe, on est autour de 15-20 euros le kilo, donc pour les actifs, pour les compléments alimentaires. Donc là, un petit point marché européen. Donc c'est des données qui nous sont communiquées par le SYNADET, donc le syndicat national des compléments alimentaires auquel on est adhérent depuis 2020. Donc on constate que l'Europe représente 10,3 milliards d'euros sur le marché des compléments alimentaires et que la France est donc le deuxième pays au niveau du poids de ce marché. Et donc nous, on souhaite gagner en visibilité et faire connaître Lusixine sur le marché Europe, principalement sur notre pays en premier lieu, et donc optimiser la visibilité auprès des utilisateurs. Et donc notre souhait, c'est de trouver un distributeur par pays ou par zone afin de relayer la promotion auprès des laboratoires qui sont experts du secteur des compléments alimentaires. Et au niveau grand export, donc, ce qu'on constate, c'est que finalement l'Europe, c'est un marché bien plus inférieur par rapport aux États-Unis et à l'Asie. Et donc nous, en premier lieu, on souhaite quand même être présent chez nous, donc en Europe, même si c'est un petit marché. Et bien entendu, on va être présent également à l'export, car les volumes sont plus gros, sont plus gros. Et aussi, on n'a pas la réglementation nouvelle food européenne qui nous contraint à vendre en complément alimentaire. Donc voilà, après, c'est selon les réglementations en vigueur des pays, ça nous laisse plus de champ au niveau des applications. Donc ici, c'est une carte pour vous montrer les zones que nous priorisons au niveau de notre développement commercial. Donc bien sûr en Europe, où là on travaille sur le nouvelle food, les compléments alimentaires avec un prix autour de 18-20 euros le kilo. Aux États-Unis, où on est plus sur l'accès alimentation courante, superfood, mais aussi compléments alimentaires, et on a un prix autour de 6-10 euros le kilo. Bien sûr, on continue à vendre à la PEF, donc notre association qui fait la promotion des extraits foliaires. Donc on vend au Mexique, au Congo, au Sénégal principalement. Et également donc, le marché asiatique, qui est quand même un marché très porteur au niveau des compléments alimentaires et du superfood, où là on est autour de 10-15 euros le kilo. On est un peu plus élevé qu'aux États-Unis parce qu'ils ont plus l'habitude de prendre des compléments alimentaires, donc on reste sur un actif premium dans les formulations des compléments alimentaires. Donc on va faire un petit zoom sur l'Europe pour vous montrer où on en est sur nos marchés. Donc en France, on a un distributeur exclusif depuis juin, qui s'appelle Farm Manager Ingrédients, un distributeur très expert des compléments alimentaires et qui est vraiment reconnu de la filière. Il est lui-même administrateur du SYNADET, du syndicat des compléments alimentaires. Et donc là, pour ce distributeur, on a travaillé sur un ingrédient standardisé pour travailler sur le fer. On propose avec un concentré d'actifs de 850 mg de Lusixine, on peut revendiquer 15% de fer, donc, ce qui représente la source de fer. Donc, sur les packaging, on peut garantir être source de fer à moins de 20 grammes. Au niveau de l'Angleterre, on travaille avec Iron Ingredient, qui est aussi un distributeur que nous avons rencontré à Vita Foods et avec qui on échange et donc ils font un test marché. Au niveau de l'Italie, on a un distributeur exclusif qui s'appelle Demos, qui est expert aussi dans le secteur des compléments alimentaires et qui travaille sur le positionnement de Lusixine auprès du marché italien. En Espagne, on travaille avec Monderalia, qui est aussi un distributeur assez connu en Espagne. Et enfin, on commence une nouvelle zone de prospection en Europe de l'Est. C'est des marchés très porteurs au niveau des compléments alimentaires, notamment en Roumanie, Pologne et Slovaquie. On a déjà quelques échanges avec certaines sociétés. Ici, je vais vous mettre en avant un peu des exemples de produits qui sont déjà en vente sur des marketplaces dont Amazon. Donc, ce sont des petits faiseurs. Ce n'est pas encore les gros laboratoires, ils ne sont pas connus. Mais en tout cas, ils revendiquent Lusixine. Ils n'ont pas peur de positionner
la marque Musicine sur leur packaging. Et donc, vous pouvez retrouver ces produits sur Amazon, donc soit en comprimé, soit en gel. Ensuite, sur l'export, on a beaucoup de distributeurs potentiels qui aimeraient avoir Musicine à leur gamme. Tous demandent une exclusivité parce que c'est vrai que comme on a un ingrédient unique, tous les distributeurs ne peuvent pas se positionner et vendre le même ingrédient, donc il n'y en aura qu'un seul, donc ça a des choix à faire aussi. Donc notamment au Japon, où on échange depuis quelques années, donc c'est un marché très très exigeant, le marché japonais. Et une fois qu'on sera rentré au Japon, ça va nous ouvrir de belles opportunités pour d'autres pays tels que Singapour, Malaisie, Taïwan, etc. À Taïwan, on a un distributeur depuis 1 an et demi, et donc il y a eu le contexte Covid qui n'a pas vraiment aidé, mais ils font beaucoup d'actions de promotion avec Musicine, et il y a un nouvel ingrédient qui vient de sortir, qui sera disponible en pharmacie, où on retrouve Musicine, qui est avec un autre actif riche en fer aussi, donc plus pour l'accès vitalité et immunité. Ensuite, Malaisie, on vient juste de commencer à ouvrir cette zone aussi, et on a pas mal de distributeurs qui sont intéressés. Donc, ils ont tous des ingrédients premium à leur gamme, déjà de d'autres sociétés françaises telles que Nextira. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, c'est des sociétés qui sont spécialisées sur le marché des compléments alimentaires. C'est vrai qu'ils connaissent la France, les ingrédients premium de France, et ils sont très intéressés pour avoir de nouveaux ingrédients. Au Mexique, on commence aussi la prospection, et là on a aussi un distributeur qui est très intéressé. Et enfin, c'est le plus gros marché, donc les États-Unis. Je le prends en dernier parce qu'on a un client historique qui est L'Original, auquel on vend tous les ans. Donc eux, c'est pas un distributeur pour nous parce qu'ils nous achètent, mais pas sous la marque Musicine. Ils revendent, et c'est vrai qu'on n'a pas trop la main sur Musicine, enfin après sur les clients. Et donc nous, notre intérêt, c'est de trouver un distributeur qui puisse positionner Musicine aux États-Unis et qu'on puisse gagner en visibilité sur ce pays. Donc on a AIDP, qui est un distributeur californien, et Ingrédients by Nature aussi, qui est en Californie, et qui sont donc déjà en train de faire des tests marché. Il y a beaucoup de salons en ce moment aux États-Unis, donc on espère que l'aspect promotionnel de l'ingrédient va faire son effet et ouvrira des opportunités. Donc une fois qu'on a dit tout ça, il faut savoir quand même qu'il y a un calendrier de développement produit qui est incompressible une fois que l'ingrédient est dans la gamme chez un distributeur, parce qu'il faut déjà, je me rapproche un peu des coups, il faut déjà créer donc déjà ils vont sourcer l'ingrédient, ils vont voir si ça les intéresse. Ensuite, ils vont étudier, donc demander des échantillons, faire des tests de produits, des tests organoleptiques, des tests de solubilité, et demander toute la documentation technique. Ensuite, selon leur réglementation, ils vont peut-être demander certaines analyses ou certaines questions que nous, on doit aussi travailler de notre côté. Ensuite, ils définissent la faisabilité technique et le positionnement prix, qui va différer aussi selon leur marché, selon les ingrédients qui sont déjà présents. Ensuite, il y a une étude de formulation et de stabilité. Un dépôt administratif, notamment par exemple en France, où c'est la DGCCRF qui valide ou non l'autorisation de la vente de l'ingrédient. Et enfin, on peut voir le lancement auprès des pharmacies et des magasins spécialisés. Donc ce temps dure à peu près 12 à 24 mois, une fois qu'un laboratoire a confirmé son intérêt de notre produit. Parce qu'on reste quand même un ingrédient c'est pas un médicament, mais il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser avant de vendre en pharmacie. Voilà. Donc on ne désespère pas, il y a déjà des projets qui sont en cours, mais voilà, on pense qu'il y aura des issues positives dans 1 an, au moins en France. Et après, selon les signatures des contrats de distribution dans les pays, ça sera petit à petit. Oui, donc avant de conclure, je voulais remercier Alice et Valentine pour la présentation qui ont été faites ce matin, et puis les remercier pour le travail qu'elles font au quotidien au sein de LRD, et ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas des gros moyens, et on s'en contente et on avance. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez la slide à l'écran, vous arrivez à la lire aussi bien que moi, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est très positif sur l'issue pour la Musicine, parce que
À chaque fois qu'on va dans un pays, à chaque fois qu'on explore un nouveau pays, à chaque fois qu'on présente Musicsin, on a un gros intérêt des distributeurs. Et dans chaque pays, les distributeurs les plus importants veulent associer leur marque à la marque Musicsin. Ce qui est donc un gage quand même par rapport à notre produit sur la capacité qu'il a à focaliser les intérêts. Et donc, on est très positif sur ce qui peut se passer par la suite. Comme disait Alice, on a déjà des laboratoires qui travaillent sur des produits finaux et on sait qu'avoir le distributeur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que le distributeur ne va pas acheter de la Musicsin pour faire des stocks dans son entrepôt. Il a besoin d'avoir des clients derrière et c'est donc les laboratoires qui vont pouvoir développer les produits et qui seront la finalité. Mais en tout cas, comme on disait, on est très positif et on pense que dans les mois à venir et les années qui vont suivre, on aura un bon développement avec la Musicsin. Voilà, maintenant on est à votre disposition pour toutes les questions que vous aurez à poser. Merci. Oui, Jean-Paul. Comment se situons-nous par rapport en termes de qualité de produit et en termes de marché nouveau? Il y a différentes sources de spiruline. Il y a la spiruline française et la spiruline asiatique notamment. On va se comparer par rapport à la spiruline asiatique où là, on va être plus sécure, on va dire, parce que la spiruline asiatique, on retrouve beaucoup de métaux lourds de par son système de production. Donc c'est vrai que là-dessus, on peut se concurrencer. En termes de prix, on va être à un prix plus élevé que la spiruline asiatique. Et là, on va se positionner par rapport à la spiruline française, où là, on est plus autour de 150 euros le kilo selon les producteurs, pardon. Donc nous, on est plus autour de 20 euros le kilo. La spiruline a plus de protéines. En fait, c'est très compliqué de comparer parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens de se comparer. Ils n'ont pas les mêmes nutriments. Donc on est vraiment un ingrédient autre, en fait, une ouverture de gamme pour les laboratoires de compléments alimentaires. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que la spiruline, c'est un produit générique. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une marque comme la Musicsin. Musicsin est une marque. La spiruline, c'est une matière première qui est connue. Donc, évidemment, ils ont un marché qui est déjà plus établi. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout comparable par le fait que nous, on est un produit brandé, comme on dit. On est une marque, on doit s'imposer. Alors que la spiruline, c'est une matière première générique. Avez-vous d'autres questions ? Pour le marché ou pour les ventes qui sont réalisées? Ce qu'on fait déjà, on fait entre 30 et 50 tonnes par an, suivant les années, essentiellement sur notre client américain quand même. Et c'est ce qu'on constate aussi, on ne l'a peut-être pas forcément dit, mais c'est ce qu'on constate sur le marché européen avec le novel food. On va forcément se retrouver sur des quantités beaucoup plus petites parce que on ne peut pas, encore une fois, manger 25 gélules par jour pour avoir une dose intéressante. Donc c'est plus le superfood qui pourra nous permettre de faire des volumes. Donc le superfood, c'est vraiment le grand export Asie et US. Il y a d'autres questions, d'autres remarques? Ça prend beaucoup de temps de prospection commerciale pour amener la luzerne, j'allais dire, là où on veut l'amener sur le marché d'alimentation humaine. Bon, ça a pris un peu de temps aussi de présentation. Je vois l'heure qui tourne. Si vous n'avez pas d'autres questions ou de réactions, je vous remercie. On va céder la place au process.